Salut. Hey, on est de retour après une petite pause et je suis avec mon acolyte de tous les jours, Matipa, Salut aussi, salut Sissa. et on est avec une nouvelle accompagnatrice qui s'appelle Sissa. Sissa, tu veux bien Hello. te présenter? Yes. Déjà, merci à vous Y de a pas de m'avoir dire accueilli welcome. ici. Alors, je me présente, je m'appelle Sissa, et je représente un jeune média, la bibliothèque. Donc, l'émission, on parle de ce qu'on écoute. Donc, nous sommes une équipe de 4. On essaie un peu de présenter du coup nos inspirations présentes ou rétro de divers horizons. Donc, vraiment pour l'amour de la musique. C'est ça qu'on aime, On adore. et c'est pour ça qu'elle est avec nous. Et aujourd'hui, on est réunis tous les trois pour vous parler du high life, donc un genre qui est très très riche et qui nous passionne tous les trois. Et donc on s'est dit qu'on allait vous présenter un peu ce genre qui nous plaît beaucoup. Cette musique. Exactement. Et donc on va commencer par le nom, high life. Qu'est-ce que ça veut dire? D'où ça vient? Si on traduit en français, high life, ça veut dire grande vie, on pourrait dire. Et en fait, c'était le style de vie qui décrivait des personnes chics, bien habillées, costard, cravate, bien chaussées, chaussures luisantes, qui allaient dans des petits lieux, des petits cabarets, danser, chanter. Ils avaient leur orchestre. Et donc les personnes qui avaient un peu moins et qui regardaient de dehors disaient ah ça c'est la high life quoi, ça c'est la grande vie quoi. Donc en fait c'était vraiment ce style était associé en fait à une certaine classe sociale et à une certaine façon de s'habiller qui reflétait toujours cette classe sociale. Donc voilà, ça vient de la high life. Et c'est un genre qui est très très fusion, c'est un genre fusion de par aussi les nombreuses diasporas, les nombreuses influences qui ont y participé, qui est né au début du XXe siècle au Ghana. Et au Ghana notamment parce qu'il y avait une des côtes qui est la côte là, avec la plus grosse, le plus gros contact avec les Européens. Et donc en fait, on peut retrouver dans le high life des rythmiques et des mélodies traditionnelles Akan. On peut retrouver des hymnes et des chants religieux traditionnels occidentaux, on va dire, mais également des chants folkloriques, des chants marins, des Noirs des Antilles et des Noirs américains. Donc dès le début, c'est une très très grosse fusion et ça va continuer par la suite en se superposant en fait au triangle, au commerce triangulaire. Ça va continuer puisque à Londres, tous les Noirs en fait vont se rejoindre, à la fois les Noirs d'Afrique de l'Ouest, donc Nigeria, Ghana, etc. Et les Noirs des Caraïbes, Jamaïque, Trinidad et Tobago. En fait, ils vont tous se retrouver à Londres et donc ça va continuer en fait cette fusion-là qui est en fait un peu à l'essence du high life. Je suis d'accord. Et peut-être un peu maintenant pour revenir sur comment s'est diffusé un peu le high life à l'échelle même de son pays d'origine, donc le Ghana. Yes. En 1945, on a une usine de vinyle qui va ouvrir à Kumasi, du coup dans l'arrière-pays ghanéen. La première usine d'Afrique de l'Ouest. Donc on va avoir des vinyles de 45 et 78 tours qui vont être pressés là-bas. Avec notamment un des premiers hits du high life ghanéen par Iti Menza and the Tempos qui va s'appeler All For You. Mhm. Donc c'est vraiment une musique moi que j'ai beaucoup appréciée, donc je recommande d'écouter. All for you, it all for you. All for you, it all for you. I dey with you, papa. I dey with you, mommy. I dey with you, papa. Ooh. All for you. Et juste après, avec l'indépendance du pays en 1957, on a Ghana Freedom qui va du coup être sorti et Ouais. qui va être du coup l'anthème de l'indépendance et jouer tous les 6 mars vraiment pour l'indépendance du pays. Ghana, we now have freedom. Ghana, land of freedom. Toils of the brave and the sweat of their labors. Toils of the brave which have brought results. Et qui marque un peu le lien entre la partie musicale et la partie politique de la vie ghanéenne. Exactement. Et je pense que c'est important de rappeler que, comme tu l'as très bien dit, le high life, il a un lien indéniable avec la politique. Donc, il faut savoir que le Ghana acquiert son indépendance en 57 sous Kwame Nkrumah. Et dès lors que le Ghana devient indépendant, Kwame Nkrumah, comme beaucoup d'autres dirigeants africains, lorsque leurs pays ont accédé à l'indépendance, donc ces dirigeants-là, et en l'occurrence Kwame Nkrumah, se sont rendus compte de l'importance de passer par la culture pour affermir un sentiment d'appartenance nationale et continentale, donc à l'échelle africaine.
Et c'est la raison pour laquelle donc Kwame Nkrumah a beaucoup insisté, a beaucoup misé sur les différents orchestres, les différents groupes et artistes qui faisaient du highlife, afin donc de passer déjà des messages politiques et tout simplement, comme j'ai dit, donc pour raffermir le sentiment d'appartenance à l'identité nationale. Et c'est la raison pour laquelle déjà Kwame Nkrumah, lors de ses déplacements sur le continent africain, était très souvent accompagné par de nombreux orchestres, notamment l'orchestre de Iti Mensa et The Tempos. Kwame Nkrumah a aussi beaucoup insisté donc, pour que les chanteurs et donc les orchestres aussi donc, de highlife fassent leurs textes dans des langues purement locales ghanéennes et de délaisser la langue anglaise. Je sais aussi que même il avait insisté pour que dans les bars et les boîtes de nuit, ça mise en avant principalement les musiques ghanéennes, notamment le highlife, en, en dépit donc, des autres musiques, notamment occidentales. Et aussi, donc voilà, donc c'est important, comme je parlais de l'emploi de la langue, des langues pardon, ghanéennes locales, pour vraiment aussi raffermir un sentiment d'appartenance et lier les différentes ethnies qu'il y avait au Ghana. Donc vraiment, c'est vraiment important, comme beaucoup d'autres, comme on a dit, comme Sékou Touré en Guinée, au Mali, au Congo et dans beaucoup d'autres pays africains, de voir en quoi la musique elle a joué un rôle extrêmement important dans un contexte post-indépendance, post-colonial, pour unifier le pays. Et en parallèle de ça, il y a beaucoup de chanteurs et de musiciens de highlife qui vont chanter à la louange du leader ghanéen. Donc notamment Iti Mensa et The Tempos avec Kwame Nkrumah, tout simplement. Donc voilà, on chante à la louange du leader ghanéen, comme Matipa venait récemment de le dire, où c'est vraiment limite une tradition, en fait, j'ai l'impression, d'utiliser la musique pour parler des leaders de nos pays respectifs. Mais voilà, on chante ce qui est positif, mais on chante aussi quand ça va pas. Et donc c'est aussi une musique qui a été beaucoup utilisée pour véhiculer le mécontentement, passer des messages sociaux un peu sensibles. Et en fait, quelques années après le mandat de Kwame Nkrumah, il va y avoir un petit mécontentement. On en parlait tout à l'heure avec Sissa, peut-être que tu veux... Ouais, bien sûr. Bah alors, de ce que j'ai compris, donc on a vécu l'indépendance, on a partie post-coloniale, et les richesses sont un peu mal réparties. Donc c'est pas... Un peu mal. Disons que c'est un problème je pense, qui arrive souvent en Afrique. Voilà, mauvaise répartition des richesses. Donc on a différents groupes qui vont essayer de prendre la parole, un mécontentement populaire qui se fait de plus en plus sentir, notamment avec The African Band qui va sortir un titre, je pense que on en a parlé aussi. On en a parlé, donc il y a The African Band, il y a aussi Nana Ampadu, et en fait ce qu'ils font c'est que ils expriment leur mécontentement à travers leur musique, souvent en utilisant des allégories, des métaphores. Voilà, on va parler de fleurs, d'animaux. Bon, j'exagère, mais vous avez capté. Ils utilisaient beaucoup d'animaux. Je pense que ça vient d'une tradition à Caen originellement, où en fait ils utilisent souvent des animaux. Pour parler des mécontentements des politiciens, etc. Donc voilà, et puis je crois qu'il y avait une histoire de conte aussi pour l'African Band. Justement, en fait, toujours dans les mêmes références que j'ai pu lire dessus. Donc à ce moment-là, quand il y a du coup ce gros mécontentement et ces titres, on va dire, de rébellion qui commencent à sortir, le gouvernement demande au African Band qu'est-ce que vous voulez dire par vos sons. Genre honnêtement, c'était quoi les termes? Genre, dites les termes, tu vois. Et eux, ils disent, non, on voulait rien dire, c'est juste qu'on raconte un ancien conte de chez nous, nanana. Ouais. Et en fait, c'était voilà le conte, libre à chacun d'interpréter le conte comme il veut et de comprendre qu'en vrai, vous faites de la merde, en gros. Et que, il faut faire un peu mieux, quoi. Ouais. Un peu des choses comme ça à chaque fois. Et du coup, c'est intéressant parce que, d'abord, ça me fait penser à Animal Farm de George Orwell. Clairement. Où, en fait, c'est un peu genre... c'est un peu le même procédé. Ça me fait aussi penser à d'autres pays qui ont aussi utilisé cette tradition d'utiliser des fables, des contes pour parler d'une situation politique qui leur déplaît, notamment pour notre épisode avec le Congo. La rumba congolaise. Exactement. Il me semble que c'était Luvumbuki. Oui, c'est ça, où Franco en fait avait pris, pareil, il avait eu recours
aux contes, aux fables, pour critiquer le régime de Mobutu au Congo, justement. Donc c'est intéressant de voir comment est-ce que ce processus il est adopté dans différents pays pour le même but, en fait. C'est exactement ça. Et il s'était fait, entre guillemets, prendre, c'est-à-dire le gouvernement avait réagi par rapport à la musique. Oui. Il me semble qu'il avait arrêté, ils avaient pris tous les... Mais ouais, parce que Luvumbuki, ça veut dire Luvumbu le sorcier. C'est un chant traditionnel Kikongo, justement, pour... si je ne me trompe pas, c'était contre les traîtres ou des choses comme ça, je sais plus. Parce que il me semble qu'on avait tué... Oui, parce que voilà, Mobutu avait fait pendre publiquement des dissidents, des opposants politiques. Et donc, Franco avait eu recours à la fable, donc au conte Luvumbu Ndoki, en comparant Luvumbu le sorcier à Mobutu, justement. Ah oui, voilà. C'est très littéral, du coup. Oui. Moi, je trouve que c'est super intéressant de voir comment finalement la musique est hyper proche du pays, alors qu'elle a été quand même influencée par beaucoup d'influences extérieures. Parce que comme on a dit, du coup, de par son essence, déjà c'est une fusion de plusieurs genres musicaux, mais aussi de comment décennie après décennie, rencontre après rencontre, la musique change. Donc, de ce que j'ai pu lire, notamment dans les années 40, donc la Seconde Guerre mondiale, on avait du coup les troupes américaines et britanniques qui stationnaient au Ghana, donc pendant du coup le fait que c'était encore l'ancien empire britannique. Et du coup, les militaires amenaient avec leurs influences musicales de l'époque, soit le blues et le jazz. Et avec ça, du coup, différents instruments, dont la guitare électrique aussi. À ce moment-là, on a aussi deux types de highlife qui se développent et qui finalement vont se rejoindre après. Donc le highlife que tu as présenté précédemment, du coup, pour entre guillemets les classes aisées, la haute société, les gens etc., chics. les gens chics. Les gens aisés. Avec l'aisance financière. Toujours. Et le Palm Wine Life, qui cette fois est pour les parties plus populaires, tout simplement. Les personnes qui boivent du vin de palme et qui profitent de la vie comme ça, vraiment, c'est très bon le vin de palme. Et les artistes qui étaient à l'interface entre les deux. Oui. Je ne peux pas. Non. Je peux pas. J'en ai goûté, Vraiment, une fois, pas deux. Non, peut-être c'était pas un bon vin de palme, mais... On va dire que c'était pas un bon. On va dire que c'était pas un bon. Mais là qu'on nous attrape le col, là. Comment passer? Mais donc, juste pour revenir, du coup, les artistes, eux, ils étaient un peu à l'interface entre les deux. Et finalement, on va avoir du coup une double influence du highlife pour les aisés et le highlife pour le populaire qui vont merger ensemble pour créer le highlife qu'on connaît aujourd'hui. Donc là, après, on est dans les années 50, 60 avec le highlife phare du coup de Iti Menza et de Tempos. Les influences extérieures qui vont aussi aller cette fois-ci vers plus le Nigeria et le Bénin. Vu que tout le monde en fait a été pris par la vague, notamment de la fameuse guitare électrique, tout le monde commence à faire un peu des accords qui se ressemblent et vouloir faire des collaborations. Et on a notamment, je crois, toujours Iti Menza, qui dit qu'il utilise des percussions yoruba dans ses créations aussi. Donc on voit vraiment du coup la naissance du fameux panafricanisme du coup musical dont on a parlé précédemment. Exactement. Et pour reprendre le terme de panafricanisme musical, et encore une fois, on est clairement dans le thème du lien entre le highlife et la politique. Faut savoir qu'en 58, il y a une union qui est née donc, sur le continent, qui tout d'abord c'était une union entre le Ghana et la Guinée, dans un contexte post-colonialiste, post-indépendance, et qui est devenue après donc l'union des États africains et qui unissait donc le Ghana, la Guinée et le Mali. Et vraiment, encore une fois, Iti Mensa, le big boss, le goat, la chèvre, a sorti dans ce même contexte justement le son Ghana, Guinée, Mali. Ghana, Guinea, Mali Union has laid down a strong foundation for redemption of Africa, for which we've been strongly fighting. Ghana, Guinea, Mali, the nucleus of the great union. Ghana, Guinea, Mali, Africa's strongest foundation. Ghana, Guinea, Mali, the nucleus of the great union. Ghana, Guinea, Mali, has now once been laid forever. Même si en soi c'est une union qui a duré, il me semble, seulement 4 ans, pour des différents politiques, l'union elle a pris malheureusement fin, mais ça n'empêche que c'est un son qui est déjà très iconique dans la mesure où il chante les mérites et louanges d'une union qui aurait pu aller beaucoup plus loin, je pense, et qui quand même est très, très, très symbolique et qui représente clairement le panafricanisme qui était très, très, très présent à cette époque-là. Et ce qui est aussi important de préciser, c'est que c'est un son qui est chanté en anglais et ça prend un peu le contre-pied de la direction que Kwame Nkrumah souhaitait au tout départ, qui était donc de chanter dans des langues locales ghanéennes. Mais on peut dire que peut-être que le choix de l'anglais a été fait pour que ce soit un message politique très fort qui soit diffusé
au plus grand nombre. Voilà, Ity Mensah, c'est vraiment le GOAT, la chef, le big boss. Les fans, on adore. Et même si on l'a beaucoup cité, c'est pas l'unique référence même qui est associée au style. On a du coup aussi Dr. Ghazi and the Noble Kings, Ouais. qui, eux, la différence qu'ils vont avoir, c'est qu'ils vont rajouter un orgue électrique. Et quand on écoute la musique, je trouve on sent vraiment la différence. C'est vraiment très très beau. Ou encore le fameux groupe qu'on a cité tout à l'heure, des African Brothers, qui je pense un des groupes les plus populaires, je pense au Ghana même, avec près d'une 60aine d'albums Ok, et ouais. une centaine de singles à leur actif. Ou encore sur les années 70 et 80, d'autres figures comme Ibo Taylor, qui est encore actif et a sorti un album en 2021. Et le groupe Vis-à-Vis, qui vient même de Kumasi, donc vraiment le Ok. point d'origine du genre. Ok. Mais après, avec la prédominance du coup américaine, européenne, qui commence à arriver aussi sur le continent, on observe un petit déclin. Et heureusement, après, on a d'autres artistes qui reprennent le flambeau après. Et donc, dans la continuité, le high life va se répandre et va influencer aussi d'autres genres, va donner naissance à d'autres genres comme le afrobeat, le makossa et le high life igbo qui est en fait le high life propre au Nigeria. Et de nos jours, nous, on a un groupe que nous trois vraiment, on a vraiment kiffé qui s'appelle The Cavemen. Et qui est composé donc des frères Okori, Kingsley et Benjamin, qui ont d'abord commencé en étant instrumentistes, bassistes et batteurs pour plusieurs groupes, plusieurs musiciens, et qui en fait ont vraiment réinvesti ce genre de high life, mais du coup ils sont nigériens, donc plutôt Igbo high life, quoi. Et ils ont sorti en 2020 un album qui s'appelle Roots, qui vraiment, non, en fait, Si vraiment vous n'avez pas écouté, vous ratez. vous Allez dormez, en fait, écouter parce que l'album. that's Moi, je some rate, hein. spiritual Ouais. shit. Il faut aller écouter. Spiritual shit. Si ça va écouter. Et moi, mon son préféré dessus s'appelle Fall. Vraiment, je vous recommande. Pareillement, Fall et Onye Mauchi, il est excellent. Voilà, Excellent, allez excellent. écouter. Ils font ce taf-là. Et par la suite, en 2021, je crois, Ouais. ils vont sortir Love and... Love and High Life. Yeah. Moi, du coup, j'ai écouté celui-là. Je sais pas si vous avez écouté aussi. Ah non, du coup, là. Ouais, voilà. Ouais. Du coup, sur celui-là, moi, j'ai mes grosses recommandations parce que gros coup de cœur, notamment pour le deuxième titre qui s'appelle New Pami, que Oui. je trouve vraiment magnifique, mais je vais pas spoiler parce que je pense qu'il faut juste l'écouter pour Ok. être Ok. séduit. You know I love you so. No use me get play. Asam pete one. Et dans, on va dire, la grosse admiration qui est née un peu en écoutant l'album, j'ai écouté pas mal d'interviews aussi d'eux pour voir un peu, comprendre un peu leur proposition musicale et savoir un peu comment ils sont présentés à ce nouveau genre-là, enfin Yep. ce nouveau genre, à ce genre musical-là. Ils expliquaient dans une interview de 2021, oui, que pour eux, la pierre qu'ils apportent en plus au high life va plutôt être dans les thèmes et les termes qu'ils vont utiliser. Parce que déjà, comme on a dit, le high life, c'est déjà une musique de fusion. Donc le fait qu'ils soient, entre guillemets, assez influencés et inspirés par l'afrobeat, c'est pas hyper différent de ce qui se faisait avant. Ouais. Mais là, ils vont toujours parler, par exemple, moins de termes de thèmes politiques et plus de termes, on va dire, amoureux, par exemple. Parce Ouais. que c'est quand même... ils sont jeunes, ils ont notre âge, ils pensent un peu à l'amour, etc. Un peu comme etc. nous. Et avoir des réflexions des fois un peu plus poussées, aller sur des thèmes d'indisponibilité émotionnelle, ce genre de choses, qui permettent d'actualiser un peu le vocabulaire mis dans les chansons. Donc, Ok. et de parler à nous. Ok. Excellent. Du coup, voilà, on a fini. Le high life, c'est un genre qui est super riche, qui s'est étalé sur plusieurs années. Donc voilà, nous, on a fait notre sélection. Mais si jamais vous avez des commentaires, des choses à contribuer, en fait, aussi pour compléter ce qu'on vient de dire, ça peut être cool de lancer ça dans les commentaires. Et Éventuellement, vos bop, les sons que vous nous recommandez, des artistes qu'on n'a peut-être pas mentionnés, qu'on devrait peut-être connaître, ou des choses comme ça, vraiment, feel free, sentez-vous libre. vraiment, feel free. N'hésitez pas. Et puis, si ça, balance tes réseaux, balance ton gramme, là. Où est-ce qu'on peut te Eh retrouver oui. Alors, si vous voulez me retrouver et retrouver mon équipe et notre
grande bibliothèque qui est de qualité. Sur Instagram, la bibliothèque avec 3 E à la fin pour se démarquer un peu de la concurrence. Because you're different. Et surtout sur les plateformes, donc Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, la bibliothèque. Et vous allez avoir toute notre bibliothèque du coup de podcasts et analyses d'albums. Allez streamer, c'est un ordre. Ah ouais. Gun on your head. Et nous, vous nous retrouvez, vous connaissez déjà, on regarde sur le passé, sur YouTube, sur Instagram. Spotify, Apple Podcasts, and co, and SoundCloud. co. Donc voilà. Et on se dit à la prochaine. Bisous. Bisous. Salut!